Un peu de gingembre, un peu de cannelle, mais surtout beaucoup de bonne humeur, et si c'était ça le secret de la magie de Noël. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 15e épisode de SMD consacré à Mystère et pain d'épices. Mystère et pain d'épices est un jeu de rôle écrit à la base par Annie Rush et adapté par Gobelin Nounours. Je parle ici non pas de simple traduction, mais d'une réelle adaptation. C'est avec l'autorisation d'Annie Rush, l'auteur du jeu, que Gobelin Nounours a apporté de très nombreuses modifications au système de jeu de Mystère et pain d'épices afin de correspondre davantage à la culture noélique française. Ce jeu nous permet en effet d'incarner de petits bonhommes de pain d'épices animés par la magie de Noël. Ces derniers vont avoir pour but d'embarquer dans le traîneau du Père Noël afin de rejoindre son royaume pétri de magie et ainsi vivre une vie longue et pleine de cannelle. Mystère et pain d'épices est un jeu qui a notamment pour particularité d'être ancré dans une temporalité, celle de la fête de Noël. Si l'on en croit Evelyne Favard, dans son article consacré aux enjeux familiaux de la fête de Noël paru dans la revue Dialogue en 2005, Noël serait la fête familiale par excellence. En plus de s'inscrire dans une certaine temporalité, Mystère et pain d'épices aurait pour particularité de s'inscrire également dans une forme bien singulière de sociabilité. Une sociabilité qui réunirait tout à la fois les aînés, mais aussi les enfants. Alors, nous avions déjà parlé de Petits détectives de monstres parus chez la Loutre Rôliste. Ici, je vous propose de jeter un œil à un autre jeu qui me semble tout à fait intéressant pour un public enfantin. Qu'est-ce qui fait de Mystère et pain d'épices, selon moi, l'un des meilleurs jeux pour enfants? Qu'est-ce qui fait que son système de jeu est si innovant? De quelle manière mobilise-t-il les sens et comment innove-t-il dans son rapport à la création? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette petite vidéo qui, j'espère, sera dégustée en compagnie d'un gros cookie. Chapitre 1. Un conte de Noël ludique. Mystère et pain d'épices s'inscrit dans une tradition, celle du conte de Noël. Alors, qu'est-ce qu'un conte de Noël? Quand on parle de ce type de support littéraire, on pense souvent au célèbre chant de Noël de Charles Dickens. En réalité, le conte de Noël ne possède pas de structure narrative figée. On en trouve de nombreuses variations, que ce soit au niveau chronologique, thématique ou encore géographique. En revanche, ce qui revient de manière récurrente dans le conte de Noël, c'est la mobilisation de symboles, religieux ou non, qui vont venir donner une dimension charitable et merveilleuse au récit, constituant ainsi l'esprit de Noël. Dans l'excellent essai d'Alain Cabantou et François Walter, Noël, une si longue histoire, on apprend que le conte de Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui ne prend véritablement son essor qu'au XIXe siècle, tout comme finalement beaucoup de pratiques liées à ce rituel de fin d'année, à l'instar du sapin de Noël ou encore la carte de vœux. C'est à cette période historique que sont mises en forme et écrites de nombreuses histoires issues de la tradition orale qui vont venir transformer le réel en féerie, bouleversant ainsi les structures établies et renversant la logique des choses, nous écrit André Petita dans son essai Contes et théories du récit. Une féerie que l'on va retrouver dans le pitch de base du jeu, puisqu'une magie festive va venir animer ce qui était autrefois inanimé. Des bonhommes de pain d'épices, mais pas seulement. L'ange, au sommet du sapin, bien que muet, veille sur l'ensemble du salon, tandis que le vieux Cookie au sommet du frigo détient un savoir très précieux. À l'instar des contes de Noël traditionnels, Mystère et pain d'épices véhiculent un message de fraternité. En effet, les pains d'épices que l'on incarne sont tous issus d'une même fratrie, ou d'une même fournée devrais-je dire, partageant un lien spécial et une mission, celle de survivre à la nuit de Noël et embarquer dans le traîneau du Père Noël. Dans le livre de base, dans lequel nous sont prescrits ce qu'on appelle des outils de pamoison, c'est-à-dire des outils qui permettent d'optimiser la partie, on apprend que parmi les thèmes placés sous les projecteurs, celui qui revient le plus souvent est celui de l'amitié, ce qui est tout à fait raccord avec la notion de solidarité et de fraternité véhiculée par les contes de Noël traditionnels. Cet aspect très bienveillant du jeu est désormais renforcé également par la notion du don, symbolisée par de petits gâteaux. Quand quelqu'un autour de la table fait ou dit quelque chose qui nous procure de la joie ou nous émerveille dans sa narration, on peut lui offrir un petit gâteau afin de lui communiquer nos émotions et ce sans interrompre la scène.
Finalement, on va retrouver du conte de Noël traditionnel dans Mystère et pain d'épices à travers ses thématiques et ses symboles, mais également dans ses valeurs véhiculées, y compris à travers son game design. Chapitre 2. L'essence au cœur du jeu. Le système de jeu de Mystère et pain d'épices est très simple, mais également très inventif. Pour y jouer, nous avons besoin de n'importe quel type de dé pourvu qu'il ait un nombre pair de faces. Afin de déterminer si une action est réussie ou non, on va jeter un dé, comme dans beaucoup de jeux. Si on tombe sur un chiffre pair, c'est une réussite, et si c'est un chiffre impair, eh bien c'est un échec tout simplement. Les joueurs bénéficient de bonus en fonction des caractéristiques, ou devrais-je dire des ingrédients, composant leur bonhomme de pain d'épices. Oui, car littéralement sur la table, on va avoir ce fameux gâteau au miel que l'on connaît tous, et non une fiche de personnage. Les blessures des personnages sont gérées de manière très ludique. L'échec devient drôle, gourmand, puisqu'on est invité à manger la partie du corps endommagée chez notre personnage. Il court, le biscuit du bois joli. Il a les bas qui plissent, le petit nain d'épices. Pour l'anecdote, ce que je trouve très drôle, c'est que finalement, il y a une espèce d'inversion dans l'histoire du pain d'épices. Parce qu'à la base, au Moyen-Âge, on offrait aux plus démunis et aux personnes malades du pain d'épices dans l'espoir qu'ils guérissent. On en offrait notamment aux lépreux, j'ai lu ça dans un ouvrage intitulé Histoire de pain d'épices. Et pourquoi je trouve ça rigolo par rapport à la santé de notre personnage? Eh bien parce que quelque part, on lui en enlève pour nous en offrir à nous-mêmes grâce à toutes les vertus contenues dans ce fameux pain d'épices qui garde sa réputation depuis le Moyen-Âge. Bref, revenons à nos bonhommes de pain d'épices. En fonction de la cuisson de votre gâteau, on va avoir une constitution plus ou moins forte. Par exemple, le pain d'épices trop cuit va être plus résistant aux blessures, mais très vulnérable en cas de chute. Ce qu'il y a également de très drôle dans ce jeu, c'est que les décorations présentes sur le personnage vont correspondre à des accessoires utiles en jeu. On va sélectionner des décorations présentes dans une liste, et sur la table donc, et ces sucreries-là vont permettre d'accomplir de véritables actions épiques. Par exemple, le bonbon en forme de banane peut servir de boomerang, un marshmallow va servir de trampoline, les bonbons qui piquent deviennent un peu explosifs, de même que la célèbre fraise tagada va permettre de charmer un adversaire pendant quelques instants. On est un peu sur une magie du faire comme si, qui peut évoquer la magie de la croyance, de la naïveté enfantine présente dans Little Fears, mais cette fois-ci dans un contexte safe et tout simplement lumineux. Ce qui fait qu'à mon sens, de par sa thématique mais aussi son système de jeu très naïf et très créatif, ce jeu parle tout à fait à un public enfantin. Au mois d'octobre dernier, j'ai eu l'occasion d'accueillir le temps d'une après-midi dans mon lycée l'association toulousaine des ailes de Némésis. Vanessa, la fondatrice de cette association, a alors maîtrisé à mes élèves de brèves parties de démo de ce jeu. Lola, une jeune apprentie de 18 ans, dit avoir beaucoup apprécié justement cet aspect du jeu, le côté régressif et le fait que l'on puisse manger des bonhommes de pain d'épices. J'ai beaucoup aimé ce jeu de rôle car il est amusant et le côté pain d'épices et bonbons était inédit pour moi. Je trouve ça cool le fait qu'il donne des pouvoirs aux bonbons et qu'on doive les manger à chaque fois que l'on en utilise un. Ce jeu est fait pour les gourmands, on peut manger tout en jouant. Le fait qu'un bonbon soit un pouvoir et qu'il y a une quinzaine de pouvoirs, ça nous oblige à communiquer constamment avec les autres joueurs, surtout qu'un pouvoir peut être utilisé qu'une seule fois. Ce jeu nous ramène en enfance avec le côté Noël, gâteau, bonbons et pain d'épices. Franchement, c'était vraiment une activité sympa, les élèves ont pris bien du plaisir lors de cet événement, et merci encore aux ailes de Némésis de s'être mobilisés au passage. Je vais maintenant laisser la parole à une professionnelle. Dans le cadre de son travail d'animatrice, Sylphelle a également choisi ce jeu afin de faire jouer des familles, et voici ce qu'elle a à dire sur Mystère et pain d'épices. Je m'appelle Nadia, on me connaît aussi sous le pseudo de Sylphelle et j'ai plusieurs activités, mais je pense que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, mon activité d'animatrice, jeux de rôle et MJ, professionnelle pour enfants que j'exerce dans une petite structure que j'ai montée qui s'appelle Dragon et Grenadine. Comment as-tu découvert ce jeu? Alors je crois que je l'ai vu passer sur le serveur de, C'est pas du JDR, le serveur de Mathieu B.
J'ai louché dessus. Je me suis dit: «Ah celui-là il me plaît vraiment» parce qu'il mélange, à la fois le jeu de rôle et la cuisine qui sont quand même mes 2 grosses passions et finalement, j'ai eu la chance de le gagner à un concours, donc j'ai même pas eu besoin de l'acheter, quelle chance et ouais, donc j'étais vraiment super contente de voir que c'était celui-là, quoi. Comment ce jeu de rôle permet-il de créer du lien social selon toi? Il est bien pour faire du lien parce que, déjà il y a la thématique de Noël qui est très présente, donc il y a le lien qui est inhérent au jeu. On peut manger des bonhommes en pain d'épices parce que là, pour le coup, moi, je vais le faire, comme c'est expliqué dans le bouquin. Alors c'est pas les familles qui vont cuisiner leur bonhomme de pain d'épices, je les aurais fait avant. Mais, elles vont pouvoir manger leur bonhomme de pain d'épices ensemble et donc je crois que ça crée du lien aussi. Et ensuite, tout le monde est sur un pied d'égalité avec ce jeu. C'est ça que j'aime bien, c'est que tout le monde est un bonhomme de pain d'épices. Il y a pas un personnage qui est supérieur à un autre. Tout le monde part avec les mêmes chances, de survie, au début et les règles sont vraiment adaptées pour les tout petits aussi puisque, les dés, c'est vraiment simple. Ça peut être pair ou impair ou s'il y a des très jeunes, je peux utiliser des dés avec des couleurs dessus. Et donc c'est des règles qui sont, vraiment adaptables à partir de, je pense, même peut-être 5 ans, jusqu'à, 99 ans. Que penses-tu de la gestion de l'échec dans ce jeu? Je le trouve intéressant, parce que, il y a cette notion de quand on est, une joueuse, débutante, et qu'on n'a jamais fait de jeu de rôle, comme ça va être le cas pour, je pense la moitié des familles qui vont jouer. Hem, c'est le fait de perdre une action ou le fait d'échouer, ça peut être compliqué. Il y a un rapport à l'échec qui est compliqué dans notre société et en fait, j'ai choisi le jeu, aussi parce que, il y a un rapport à l'échec qui est drôle. C'est-à-dire que, bah, là, si jamais ils se font manger une partie du bonhomme en pain d'épices, ben, ils vont pouvoir vraiment la manger et du coup, ça rend le truc vachement plus ludique, quoi. Comment ce jeu revisite-t-il le conte de Noël selon toi? Alors, je pense que oui, parce qu'il y a une notion de famille qui est assez présente. Il y a évidemment, il y a le Père Noël qui peut intervenir dans la partie et puis, ça revisite le conte de Noël dans le sens où, quand on fait du jeu de rôle, de toute façon, on revisite une histoire ou un conte ou une histoire, traditionnelle, et en fait, ça permet de jouer à l'intérieur de l'histoire et ça, c'est quand même génial de pouvoir jouer à l'intérieur d'une histoire et de prendre ses propres décisions et peut-être de changer le cours de l'histoire, si on en a envie ou si on en a la possibilité. Donc en ça revisite parce que c'est du jeu de rôle et puis, ça reste quand même traditionnel, en tout cas la manière dont le livre a été écrit, au début par Annie, Brush et ensuite par Sébastien, du coup, c'est très empreint de cette magie de Noël. Il y a une notion de réunion, familiale. Je pense que dans la plupart des petits scénarios qui sont fournis avec le jeu, il y a des histoires de sapins, et puis, bah, les bonhommes en pain d'épices, ça reste même si c'est plus une tradition de l'est, de la France, tout ce qui est, bonhomme de pain d'épices, c'est plutôt, alsacien en général comme tradition, mais ça a quand même gagné le reste de la France et ça reste, vraiment traditionnel donc ouais, il y a tous ces petites touches dedans et puis en plus, il y aura les odeurs. Tu disais tout à l'heure, ça mélange plein de sens, mais il y aura les odeurs avec l'odeur des épices pendant le jeu, donc ça va être chouette. Bien sûr, le fait que ce jeu de rôle fasse appel notamment au goût peut participer à l'éveil de l'enfant. Cependant, on peut également envisager ce jeu sous un nouvel angle, celui de l'inclusion d'un public handicapé. Je pense notamment à un public déficient visuellement. Le sens principal qui est en jeu ici, c'est celui du goût et du toucher finalement. Hormis l'idée dont on peut toucher le résultat si la valeur numérique est en relief, on va être dans la manipulation d'une matière, celle du gâteau que l'on va dévorer au fil du scénario. Voyons voir un peu si Sylphelle valide l'idée en tant qu'animatrice. Et oui, carrément, c'est une super bonne idée, parce que, effectivement, tu as pas besoin de voir pour jouer à ce jeu, tu as besoin d'entendre la personne qui va faire, MJ et puis tu as besoin de pouvoir toucher les contours de ton bonhomme
Et tu peux alors selon les friandises que tu peux mettre sur le bonhomme pour la décoration, elles sont assez caractéristiques. Par exemple, moi, je sais que je vais utiliser, des raisins secs et des amandes effilées. Ça a pas du tout la même texture ni la même forme et donc c'est assez, facile de se dire que, bah, s'il y a 2 raisins secs, ça fait, 2 bonus, de force. Par exemple, je raconte, n'importe quoi parce que c'est pas comme ça dans le livre, mais ça correspond à peu près à ça et du coup, effectivement, la seule chose qui va pouvoir gêner peut-être, c'est le résultat des dés, mais après ça s'annonce facilement par la MJ. Tout à fait. C'est une bonne idée, ouais, de faire ça avec des personnes qui peuvent avoir un handicap visuel. Chapitre 3. Le joueur Prométhée. L'un des éléments que j'apprécie particulièrement dans ce jeu, c'est la phase de création. Les joueurs sont invités à cuisiner et donc à modeler leur bonhomme de pain d'épices. Cet aspect de la création s'inscrit dans la mythologie, dans une espèce de réécriture du mythe de Prométhée. Et oui, souvenez-vous, Prométhée façonne le premier homme à partir de terre et d'eau de ses propres doigts, et c'est lui qui, en volant le feu de Zeus, va insuffler le souffle de la vie à ses petites figurines. La posture du joueur est ici la même. On va retrouver cette notion de façonner non pas avec de la terre et de l'eau, mais avec du beurre et du sucre, une création humanoïde qui va prendre vie, non pas avec le feu de Zeus, mais avec la chaleur émise par votre four, ainsi que le feu sacré de l'imagination dont sont pourvus les joueurs. Cette phase-là, elle est aussi très intéressante pour les enfants car elle va participer à l'éveil et à la diversification du répertoire gastronomique enfantin. Tout comme Petit détective de monstres, finalement, le jeu de rôle permet d'avoir une double activité, une activité ludique mais également pédagogique quelque part. Là où Petit détective de monstres permet de vaincre sa peur irrationnelle, Mystère et pain d'épices participe quant à lui à son éveil. À ce titre, ce jeu s'inscrit également dans une démarche culinaire, pédagogique et ludique qui remonte aux années 50. C'est Michel Oliver qui va révolutionner le secteur en publiant La cuisine est un jeu d'enfant en 1963. Une approche de la gastronomie qui se veut ludique et illustrée de manière attractive pour le jeune public. De plus, si l'on en croit Françoise H. Bissette dans son article Quand je serai grande, je serai gastronome, les enfants partiraient plus facilement à la découverte de la cuisine gourmande accompagnés de leurs héros favoris. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce même article, elle va parler de l'initiation à la cuisine également grâce aux contes. La galette du petit chaperon rouge, le pain perdu du petit pousset, et elle affirme également que c'est souvent autour d'événements festifs tels que Pâques, Noël, les goûters d'anniversaire, que s'articulent les activités proposées. Mystère et pain d'épices se fait donc l'héritier littéraire et pédagogique d'une longue pratique culinaire et pédagogique qui consiste à initier l'enfant à travers des événements festifs tels que Noël, mais aussi littéraires, par l'appropriation du conte d'une manière très créative. Alors, le seul reproche que je ferais à ce jeu de rôle, c'est que les visuels de la phase culinaire de Mystère et pain d'épices ne sont ni très détaillés ni très ludiques. Il y a une image vite fait et puis voilà. Mais on retrouve cependant le désir de rattacher la cuisine au domaine du conte et du héros, et je trouve ça tout à fait intéressant pour le public enfantin encore une fois. À noter aussi qu'il y a un certain plaisir transgressif dans le fait de jouer avec la nourriture. C'est une thématique qui est étudiée dans la revue d'ethnologie française par Géraldine Comoretto dans un article intitulé « Les usages du jeu à la cantine ». Dans cet article dédié aux jeux enfantins sur le temps de la cantine, il est étudié la manière dont sont alliés les plaisirs du manger, du jouet et de l'interdit. Alors que dans le cadre de la cantine, véritable laboratoire ludique enfantin, l'activité du jeu alimentaire est interdite, on y accorde au contraire une place centrale dans le système de jeu de Mystère et pain d'épices. Ce jeu de rôle va quelque part à l'encontre des préceptes que l'on inculque aux enfants vis-à-vis du comportement à adopter à table. Et oui, enfants, combien de fois vos parents vous ont dit « on ne joue pas avec la nourriture ». La table du jeu de rôle se substitue à celle du repas comme une version réenchantée du monde où les codes sont eux aussi inversés. Les bonhommes de pain d'épices y prennent vie et les règles du jeu se substituent à celles de la politesse, le tout dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Conclusion.
Pour moi, Mystère et pain d'épices est l'un des meilleurs jeux jouables avec un public enfantin. Centré autour de la plus familiale des fêtes, Noël, il est porteur d'un véritable message de fraternité qui s'inscrit dans les valeurs de ce rituel de fin d'année. De plus, jouer à ce jeu en famille est l'occasion d'offrir les choses les plus précieuses qu'un parent puisse offrir à un enfant, du temps et de l'attention. Si je devais retenir un mot pour parler de Mystère et pain d'épices, ce serait le mot sens. C'est un jeu qui participe à l'éveil des sens, le goût, l'odorat, le toucher, mais qui participe également à l'éducation culinaire. Le game design de ce jeu est notamment axé autour des sens, mais il est également lui-même très porteur de sens. Les outils de Pamoison viennent renforcer la notion de don, de partage et de générosité, tandis que la création du personnage et la gestion de l'échec se font sécurisantes et amusantes. Vous ne serez jamais aussi satisfait d'échouer que dans ce jeu qui rend délicieuses les situations de conflit ou de danger. Je vous remercie et vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite d'ici là à toutes et tous d'excellentes fêtes et de très belles réussites critiques pour l'année 2022. À très bientôt.